Alors bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Alors, c'est là le micro, ça c'est l'enregistrement, voilà. Et donc, je vais essayer de faire une petite vidéo à partir de l'écoute d'un podcast de France Culture dédié à Saint-Simon. Le philosophe, alors les chemins de la philosophie, non, ça ne sera pas sur les chemins de la philosophie. Saint-Simon, allons-y, Saint-Simon, on va voir ce qu'il dit. Avoir raison avec Saint-Simon, voilà, c'est ça. Donc, on va écouter la première, et puis c'est tout, hein, où je lance... qui mit l'économie à la place de Dieu. Allons-y, on lance le... France Culture. Avoir raison avec Saint-Simon. Aujourd'hui, le philosophe d'un nouveau monde en compagnie de Philippe Régnier. La prospérité de la France ne peut avoir lieu que par les faits et en résultat des progrès des sciences, des beaux-arts et des arts et métiers. Et oui, un jour viendra que je ferai de la terre un paradis. Ainsi parlait le comte de Saint-Simon, arrière-petit-neveu du duc du même Excellent. nom, penseur foutraque selon certains, parfaitement cohérent selon d'autres. Cet homme de plume, esprit brouillon, capable de coups de génie, voit son existence entière à imaginer une transformation radicale du monde. Il y laissa sa fortune et sa santé. Figure ô combien romanesque, il fit d'abord la Révolution américaine, puis rentré en France, il fit de l'argent. 18e siècle en diable. Mais déjà préfigurant le 19e siècle dont il ouvre toutes les avenues de la pensée, écrivit l'historien Maxime Leroy, qui l'aimait beaucoup. En vérité, tous ne sont pas tombés sous son charme, mais tous ou presque l'ont lu après sa mort. Soit pour dénoncer en lui un utopiste, soit pour chanter le visionnaire, celui qui forgea des mots sans lesquels l'avenir n'aurait pas pu penser, tel industriel ou intellectuel. Alors à quoi ressemble le paradis de Saint-Simon ? C'est simple, dans ce paradis, les savants viennent en premier, avec les mécaniciens, les ingénieurs, puis apparaissent les artisans et les cultivateurs. Enfin, un peu au fond, on aperçoit les artistes et les poètes. Ah les bon ? parasites, les oisifs ont disparu. Ah. Ça ne vous fait pas rêver ? En Oui. effet, c'est Non. un monde pensé autour du travail et de Alors. la production, à chacun selon ses capacités. Voilà, non, évidemment, ça fait pas rêver. Un monde où il y aurait plus de oisifs, comme il est dit, ça peut pas aller. Alors, les oisifs, sans doute, dont il parle, c'est sans doute pas les oisifs dont on parle aujourd'hui. Peut-être. En tout cas, il semble avoir été remonté contre ces oisifs qui thésaurisaient peut-être les privilèges, qui vivaient de rente, qui vivaient grassement, sans rien faire. C'est pas le cas des gens, des pauvres gens aujourd'hui qui n'ont pas de travail ou qui sont éjectés du système parce qu'ils sont plus parce qu'ils peuvent plus le vivre, ils sont dépassés. Le système est devenu tellement intransigeant, tellement violent face aux sensibles. Par exemple, les hypersensibles sont éjectés de la vie, sont obligés de vivre cachés, reclus. Voilà. Et alors on pourrait les considérer comme des oisifs, alors qu'ils sont les victimes d'une société qui est devenue de plus en plus dure avec ses chamans et avec ses sensibles. Voilà.
à chaque capacité, selon ses œuvres. Avec cet agencement rationnel, Saint-Simon offre de quoi remettre de l'ordre dans un univers sérieusement ébranlé par la Révolution française, une composition si parfaite qu'elle ne s'embarrasse plus de politique. Remarquable horizontalité, le monde de Saint-Simon est celui du bien-être et de la prospérité de tous, mais aussi celui où chacun reste à sa place. Alors, foutraque ou visionnaire, peut-on avoir raison avec Saint-Simon? La chose demande réflexion. C'est très intéressant. Et c'est voilà, espérons que personne ne touche à cette perle qui est Philippe Régnier, vous qui êtes l'un de ces meilleurs France Culture. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous avez fait une partie de votre carrière, vous avez consacré une partie de votre carrière à chercher qui était Saint-Simon, qui étaient aussi les Saint-Simoniens. On pourrait commencer cette émission en reprenant la pirouette de l'un de ses biographes, Christophe Prochasson, qui commençait en se demandant si Saint-Simon avait bel et bien existé. Vous en êtes là, vous, après une quarantaine d'années, chercher autour de Saint-Simon? Forcément pénétré à la fois par un certain nombre de réalités et de textes bien relus, mais aussi fasciné par le mystère du personnage, de ce qu'on ne sait pas, et puis on a affaire à une légende de la philosophie que ses disciples comparaient eux-mêmes à Socrate. Vous voyez, il y a Socrate, le Christ et les apôtres, il y a les pré-socialistes, Marx et les marxistes. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire on a affaire à un fondateur. Et plus on creuse, plus on a évidemment l'impression d'approcher d'une vérité ou d'un certain nombre de vérités, mais il y a des choses qui se dérobent. Alors on peut dire qu'il est mort en 1825 et qu'il a mis en scène sa mort, ou en tout cas on a mis en scène sa mort, effectivement, comme la mort d'un philosophe antique. Il est sur son lit et autour de lui on vient de visser, les meilleurs savants viennent parler philosophie. Eh bien j'aimerais bien avoir une mort telle qu'elle. La mort de Saint-Simon. Qui tient en partie à lui-même, mais aussi en grande partie aux disciples, et qui a été développé en plusieurs étapes, jusque et y compris un tableau peint sous la Troisième République, fin Second Empire, pardon, Seconde République, qu'il représente en Socrate mourant, entouré de Platon, Aristote, en l'occurrence Enfantin, Bazard et tous les autres. Même c'est une fiction, hein, tout le monde le sait. Je cherche ce tableau, mais que tout ce monde se faisait avec l'idée que Saint-Simon inaugurait une nouvelle ère, comme le christianisme, comme le Christ avait inauguré une nouvelle ère. Et donc le processus devait être à peu près le même au XIXe siècle qu'il avait été au 1er siècle de l'ère chrétienne. Alors lui-même a nourri sa légende, il s'est comme tout grand homme occupé de laisser une belle trace dans l'histoire. Alors il y a des propos autobiographiques qu'on trouve de ci de là dans son œuvre. Par exemple, je descends de Charlemagne, mon père c'était le comte de Saint-Simon, j'étais le plus proche parent du duc de Saint-Simon. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord en retenir que Charlemagne, c'est le personnage mythique qui a fondé, en quelque sorte, l'ordre catholique de l'Europe. Et s'affirmer descendant de Charlemagne, pour lui, c'est remonter aux origines du Moyen-Âge et donc de ce qui lui paraît avoir été l'organisation sociale la plus puissante et la mieux conçue de toute l'histoire de l'humanité. Ensuite, il est apparenté au duc de Saint-Simon, au mémorialiste, et bien sûr, il en a hérité, dit-il lui-même, l'amour de la gloire. Alors, et on sait bien que le mémorialiste était d'une morgue absolument insupportable. Alors, oui, mais c'est vrai que la noblesse a quelque chose qui se transmet très certainement, une sorte de courage. Cette noblesse, c'était peut-être des chevaliers, c'était peut-être des guerriers, c'était... en tout cas, il y a une sorte de courage dans cette noblesse, et même dans les descendants actuels de la noblesse. C'est un peu logique qu'il en parle ainsi. Ensuite,
on a tous un petit peu, de façon parfois un peu puérile, envie d'avoir des ancêtres. Voilà, j'ai remonté un peu mon arbre généalogique et je pense que c'est totalement faux, mais en tout cas, il y avait pas très loin du village où de mes parents, où sont nés mes parents, un moine qui a voyagé un peu sur les mêmes parcours que Marco Polo, et envoyé par le pape à la cour du Grand Khan, etc., et puis envoyé en Palestine, voilà. Donc, qu'on appelait, alors son prénom je me souviens plus, mais Donofrio, c'était son nom. Et apparemment, en remontant l'arbre, il y aurait un Donofrio, Onofrio. Je crois que c'est Onofrio, en fait. Je regarde ça un peu en m'amusant. Mais bon, voilà, on a un peu l'envie que ça soit que de descendre de quelqu'un comme ça, de particulier, d'atypique ou d'illustre. Ou ça, je pense que c'est une réaction un peu puérile et normale de l'être humain. Eh bien, Saint-Simon, que nous avons fait exprès d'appeler Henri Saint-Simon, comme il l'avait voulu, donc de dénobiliariser, si vous voulez. Ah oui. Ce Saint-Simon-là, il s'est exercé pendant toute sa jeunesse et il a continué ensuite à conquérir de la gloire. Son valet, paraît-il, lorsqu'il avait 16 ans, avait instruction de lui dire « Monsieur le comte, levez-vous, vous avez de grandes choses à faire ». Et il s'est couché pour mourir avec cette idée qu'il avait fait de grandes choses et que ses disciples allaient pouvoir continuer. Eh bien, c'est vrai, en plus, et là aussi, je pense que c'est quelque chose qui parcourt un peu les philosophes, ceux qui veulent laisser une trace dans l'histoire, inconsciemment. Et sans que j'ai de valet ou quoi que ce soit, j'ai peut-être le valet de carreau qui traîne dans mon jeu de cartes là-bas, le valet de pique et les 4 valets Mais sans avoir de valet, eh bien, je me lève avec la conviction que j'ai des choses importantes à faire. Voilà, pas des choses importantes à accomplir, pas... c'est pas ce degré-là, mais avec la conviction qu'il y a que de faire quelque chose qui importe pour l'humanité. Et ben, le Saint-Simon, Henri Saint-Simon, eh bien, il a fait des choses importantes pour l'humanité, mais comme tout le monde, évidemment. Mais si on accepte de jouer le jeu illusoire des choses importantes et moins importantes, eh bien, on peut dire qu'il a influencé le 19e siècle, la fin du 19e siècle, le 20e siècle, etc. Et qu'il va déborder sur le 21, etc. Donc, son travail est très, très important. Sa réflexion, ce qu'il a mis en œuvre et ce dont il a travaillé, c'était important. Alors avant d'être ce philanthrope, philosophe, penseur d'un monde nouveau, il a une vie un peu agitée. On le sait avoir pris le bateau pour les États-Unis. A-t-il vraiment participé à la Révolution américaine? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Vous pouvez nous donner des éléments un peu plus certains? Oui, c'est une certitude absolue là. Je ne dis pas qu'on a étudié en détail ses faits et gestes sur place, en particulier dans les archives américaines. Ce serait peut-être un travail à faire, mais on est sûr, absolument sûr, qu'à l'âge de 18 ans, il est parti donc pour la guerre en Amérique, sous les ordres de Rochambeau, et qu'il a combattu notamment dans la bataille et le siège de Yorktown.
il a été envoyé, c'était un petit officier à l'époque, hein. On l'a envoyé soutenir l'artillerie, qui était l'arme moderne et décisive pour le siège. Et donc, il a servi les pièces de canon, il a donné des ordres à ce moment-là, de manière très courageuse. Et puis, il a ensuite été envoyé sur l'escadre pour combattre la flotte anglaise. Et là, ça a été, au contraire de Yorktown, une défaite. Mais il a failli être blessé, il a pris toute la cervelle d'un camarade de combat sur le visage et il a cru qu'il était mort. Ça lui a fait une expérience dont il s'est souvenu longtemps après. Et au bout de tout ça, il a été donc fait chevalier de l'ordre de Cincinnatus, ce qui n'est pas le cas de tous les combattants français d'Américains. Il fait partie, si on va sur le site des Cincinnati, il fait partie des Cincinnati de manière tout à fait officielle, et ses descendants s'en souviennent fort bien, et les Américains aussi. Alors il s'honore pendant la Révolution américaine, il rentre en Europe, il fait quelques voyages, notamment en Espagne. Et pendant la Révolution française, que fait-il? Ce comte de Saint-Simon, il a quand même une particule. C'est pas être évident pour lui. Oui. Vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il y a une transition entre sa période militaire et sa période, je dirais, révolutionnaire, qui est cette période où il se cherche et où il entreprend d'abord de proposer au Mexique le creusement d'un canal interocéanique. Incroyable. Ensuite, au roi d'Espagne, avec le comte de Cabarrus, qui n'est pas n'importe qui dans l'Espagne de cette époque, de creuser un canal de navigation de Madrid à la mer. Et ce canal finira par être creusé. Incroyable. Donc, il y a chez lui d'emblée une idée de changer la géographie de la planète par de grandes opérations industrielles. Alors on peut dire que c'est des land artistes, c'était un land artiste avant l'heure. Quelqu'un qui, mais en fait, beaucoup ont travaillé à modifier la Terre pour le bien ou pour d'autres événements, évidemment, mais pour d'autres motivations. Mais c'est typiquement humain, ce chemin de vouloir modifier cette planète telle qu'elle est, et c'est ce qui a fait, c'est ce qui découle du fait que nous sommes des hommes constructeurs et non plus des primates naturels comme nous étions à l'origine. Et donc, en étant ces primates constructeurs, on a un désir d'intervenir sur la planète. Alors, selon ma théorie, si nous allons vers cette ultime perfection dont je parle, tout ça n'aura été que un instrument de travail pour atteindre cet état de perfection, pour atteindre cette sagesse, pour atteindre l'état de bonheur qui n'aura plus besoin de ces progrès de fait d'utiliser, de vouloir tracer des routes à travers des choses impossibles. Voilà, comme le film Fitzcarraldo le montre, les films de Werner Herzog en règle générale. Mais c'est un outil pour l'instant. Mais évidemment, lorsque l'humanité aura atteint son ultime perfection, on se contentera des voies vertes qu'on aura tracées sur toute la planète pour aller d'un point à un autre, aller à la rencontre les uns les autres, sans utiliser, on aura dépassé l'ère de l'aviation, des trucs pour aller vite, pour régler pour vivre en accéléré, qui n'est pas le rythme normal de l'être humain. Le rythme normal d'un être humain, c'est le rythme très certainement du gorille. Un rythme lent, contemplatif, relax, voilà, un rythme de paix et de sérénité. Donc on n'aura plus besoin de cette technologie outrancière, on va dire.
mais qui a sa raison d'être aujourd'hui. Qui soit en même temps un peu militaire, parce que ce sont de très grands chantiers, et le canal de Madrid à la mer, il devait être creusé par des militaires que Saint-Simon aurait lui-même levé, mobilisé, organisé, alors que le comte de Cabarrus aurait fourni le capital. Vous voyez déjà un schéma qui ressemble un petit peu à ce qu'on aura sous le Second Empire, avec le rapport entre Napoléon III et ses disciples, les Saint-Simon. C'est l'un de ses aspects visionnaires. Voilà. Alors, s'agissant de la Révolution, on dit c'est un speculateur. Alors, il a spéculé sur les biens nationaux. Tout à fait, sur les biens nationaux, c'est-à-dire qu'il s'est fait confier par un ami, le comte de Redern, c'était l'ambassadeur de Prusse à Londres. Il s'est fait confier un capital avec lequel il a spéculé. Mais je pense qu'il faut prendre cet acte dans toute sa dimension. Oui, et de toute manière, spéculer, c'est pas le problème de spéculer, même si le terme est un peu négatif. Si on en fait quelque chose derrière de positif, si on en fait quelque chose, voilà, c'est pourquoi pas au fond. Ce n'est pas seulement un moyen de faire fortune. Saint-Simon était totalement dépourvu, il n'avait hérité de rien. Mais c'est aussi un moyen de participer au plus près à la transformation de la société de cette époque. D'abord, il s'était interdit, en tant que noble, d'avoir des fonctions publiques, qu'il s'agisse de fonctions administratives ou simplement de responsabilités gouvernementales. C'est là-dessus qu'il avait milité, si je puis dire, dans son canton de Péronne, en Picardie, devant l'assemblée primaire des citoyens. Il avait dit « J'abandonne mes titres de noblesse et je vous déconseille de me nommer maire parce qu'il ne faut plus nommer de nobles, de ci-devant nobles, ni de ci-devant prêtres, à des fonctions de responsabilité. » Que lui restait-il? Eh bien, participer activement au démantèlement de l'Église. Regarde sur Internet, on te l'a donné ou c'est quelqu'un qui veut l'acheter? Prioritairement, et tu as regardé sur les biens nationaux, par exemple sur le prieuré de Maury. Biens de l'Église avant même ceux de la noblesse. Alors Philippe Régnier, là où nous en sommes, nous avons vu que Saint-Simon était un brave, que c'était un homme ingénieux. Et il reste à découvrir le Saint-Simon subversif. On a entendu un petit peu qu'il avait, pendant la Révolution, par rapport à son ordre et à son héritage, été capable de le laisser. Il s'est fait d'ailleurs appeler Monsieur Bonhomme à cette période-là. On va écouter ce qu'il écrit quelques années plus tard. Admettons que la France conserve tous les hommes de génie qu'elle possède dans les sciences, dans les beaux-arts et dans les arts et métiers. Mais quel est le malheur de perdre le même jour Monsieur, frère du roi, Monseigneur le duc d'Angoulême, Monseigneur le duc d'Orléans, Monseigneur le duc de Bourbon, Madame la duchesse d'Angoulême, Madame la duchesse de Berry, Madame la duchesse d'Orléans, Madame la duchesse de Bourbon et Mademoiselle de Condé. Qu'elles perdent en même temps tous les grands officiers de la couronne, tous les ministres d'État avec ou sans département, tous les conseillers d'État, tous les maîtres des requêtes, tous ces maréchaux, tous ces cardinaux, archevêques, évêques, grands vicaires et chanoines, tous les préfets, les sous-préfets, tous les employés dans les ministères, tous les juges, et en sus de cela, les 10 000 propriétaires les plus riches parmi ceux qui vivent noblement. Cet accident affligerait certainement les Français parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ne sauraient voir avec indifférence la disparition subite d'un aussi grand nombre de leurs compatriotes. Bien sûr, c'est beau ça. Mais cette perte de 30 000 individus réputés les plus importants de l'État ne leur causerait de chagrin que sous un rapport purement sentimental, car il n'en résulterait aucun mal politique pour l'État. D'abord, par la raison qu'il serait très facile de remplir les places qui seraient devenues vacantes. Il existe un grand nombre de Français en état d'exercer les fonctions de frère du roi, aussi bien que monsieur. France Culture, avoir raison avec Saint-Simon. Ouais, c'est bon, on retrouve exactement ces mêmes types de propos. On voit bien, moi-même, je les ai écrits ici, l'importance de la partie riche ou des oligarques ou
elle est surestimée. L'importance des hommes politiques, elle est surestimée. On peut vraiment remplacer facilement ces êtres humains, au fond, par rapport à certains métiers qui sont, même s'ils sont aussi remplaçables, mais il y a des métiers qui s'ils n'existaient pas, s'il n'y a plus personne pour ramasser les poubelles, ben le monde devient invivable. S'il n'y a personne pour réparer les fils électriques, l'électricité, enfin bref, plus rien ne fonctionne, etc., etc. Donc il y a des choses qui sont essentielles et qui sont sous-estimées. Et il y a des choses qui le sont moins et qui sont surestimées. Voilà. Et c'est pas normal qu'un animateur de télé gagne, je sais pas moi, 100 000 euros par mois pour faire un truc qu'il kiffe, entre guillemets, comme on dit, qu'il ferait gratuitement en réalité, parce que il veut se montrer, il va nourrir son narcissisme, etc., etc., et que des centaines de milliers de Français pourraient faire à la place. Donc, c'est complètement exagéré, ce genre de choses. Et donc, il avait raison, aujourd'hui, on peut reprendre ce genre de choses. Et quel sens de l'action, je dirais, médiatique et même politique? Parce que en posant cette supposition, il s'agit d'une supposition au sens mathématique du mot, et non pas dans l'esprit de Saint-Simon, comme l'ont raconté les disciples, d'une parabole à la façon christique. En posant donc cette supposition, Saint-Simon provoque littéralement la classe à laquelle il appartient, le pouvoir en place, hein, et il le provoque. Et ça, c'est magnifique. C'est sartrien. C'est un peu ce qui va se passer quelques mois plus tard avec l'assassinat du duc de Berry. Saint-Simon n'est pas du tout un homme qui appelle au meurtre. Voilà. C'est pas du tout son au contraire, bien sûr. Mais on va lui attribuer la responsabilité morale de cet assassinat, de cet attentat, de ce régicide. De ce évidemment que non. Il va avoir un début de notoriété. Voilà, c'est ce qui va relancer parmi la jeunesse libérale. Vous imaginez un peu pour les étudiants des années 1820 qui sont accablés sous le poids du catholicisme et du légitimisme de la Restauration, avoir sous les yeux cet homme un révolutionnaire qui a participé à la Révolution, qui a été un des rares à continuer à écrire sous Napoléon, et qui, voilà, lance une pareille provocation contre tout ce que représente de plus rétrograde l'appareil dominant, le personnel dominant de ce pouvoir de l'époque. Alors il a une idée en tête. C'est génial quand même, ce qui est dit. Bon, on va arrêter là, mais c'est vraiment la personne qui anime qui parle, qui s'appelle... alors, où est-ce qu'il est? Avoir raison. Eh bien alors, ah non, mais c'est pas ça, Saint-Simon. Là, avoir raison. Philippe Régnier, ben franchement, la façon dont il interprète avec beaucoup d'amour la pensée de Saint-Simon, eh ben je trouve ça magnifique. Voilà, on va arrêter là. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Là.